En 2011, un séisme d'une puissance record a frappé le Japon. Il a déclenché un immense tsunami, forcé des évacuations et tué des milliers de personnes. Puis, 15 minutes plus tard, le GPS a révélé quelque chose d'étrange. Le Japon avait bougé, physiquement. Le sol sous les routes, les maisons, les hôtels, tout s'était déplacé vers l'est. Et ce déplacement était permanent. Pendant des années, les scientifiques ont cherché pourquoi le Japon avait changé de position. Ils ont peut-être enfin trouvé la réponse. Tout commence avec le séisme du Tohoku, aussi appelé Grand séisme de l'Est du Japon. En 2011, la plaque pacifique a glissé sous celle du nord du Japon. Ce mouvement a provoqué un séisme de magnitude 9 au large de Honshu, près de la fosse du Japon. Il est vite devenu le séisme le plus puissant jamais enregistré au Japon et le 4e plus puissant jamais mesuré dans le monde. Plus de 120 000 maisons ont été entièrement détruites et malheureusement, plus de 19 000 personnes ont perdu la vie. Mais cette catastrophe ne se limitait pas aux secousses. Le séisme du Tohoku a eu lieu dans une région à forte activité sismique et exposée à de grands tsunamis. Environ 30 minutes après le séisme, le pire s'est produit. Un immense tsunami avec des vagues atteignant peut-être 40 mètres. Le tsunami a frappé la côte pacifique du Japon sur plus de 1600 km. Après le déclenchement de l'alerte, les habitants n'avaient que quelques minutes pour réagir. Beaucoup tentaient désespérément de gagner les hauteurs. La panique était partout. Et alors qu'on pensait que la situation ne pouvait pas empirer, elle a empiré. Le tsunami a aussi provoqué la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi. L'eau a neutralisé les systèmes de refroidissement. 3 réacteurs ont fondu et une contamination radioactive s'est produite. Les habitants situés à moins d'environ 20 km de la centrale ont dû quitter leur domicile. Du séisme au tsunami, le pire s'est joué en 40 minutes environ. Puis, les choses sont devenues étranges. Un séisme survient quand des plaques glissent brutalement le long d'une faille. Cela déplace les roches de chaque côté. Une région peut donc rester légèrement décalée après un grand séisme. Ce décalage est censé être temporaire, mais pas au Japon. Après les plus fortes secousses et le passage des ondes sismiques, les scientifiques pensaient que le sol reprendrait sa place. Mais non. Les données GPS montraient toujours que certaines régions du Japon se trouvaient un peu plus à l'est qu'avant. Au début, l'explication semblait simple. Un bug, des données encore en traitement ou une erreur du système. Mais même après correction, le déplacement restait visible. Le Japon avait donc réellement bougé, de façon permanente. Puis, les chercheurs ont remarqué autre chose. Le sol semblait s'être déplacé après l'arrivée d'une seconde onde sismique. 13 à 15 minutes après le grand séisme du Tohoku. Étrangement, les scientifiques n'ont repéré cet événement que bien des années plus tard, car le signal était très difficile à détecter. Les instruments sismiques recherchent surtout les signaux brefs et rapides des séismes ordinaires. Mais celui-ci venait des profondeurs de la Terre. Il était plus lent et facile à manquer, surtout dans le bruit suivant un séisme de magnitude 9. Un léger mouvement après un grand séisme est aussi courant. Des répliques ou des failles voisines peuvent encore glisser après le choc principal. À l'époque, cette onde ne paraissait donc pas inhabituelle. Mais récemment, les chercheurs ont compris que le signal était particulier. Il ne ressemblait à rien de connu.
Aucun séisme ne correspondait à cet horaire. Donc, autre chose provoquait le mouvement. L'hypothèse du bug ne tenant plus, ils ont cherché le vrai responsable. Une idée était que le séisme principal avait provoqué un mouvement retardé en surface. Une autre évoquait un énorme glissement sous-marin après le séisme. Mais ces deux explications avaient le même défaut. Elles n'expliquaient que les mouvements proches de l'épicentre. Pas pourquoi tant de régions du Japon avaient bougé dans la même direction. Les chercheurs ont alors étudié les ondes SCS. Ces ondes profondes traversent la Terre, atteignent la zone proche du noyau, rebondissent, puis remontent à la surface. C'est presque un écho sismique venu des profondeurs. Une équipe a proposé une théorie. Le grand séisme de l'Est du Japon aurait été si puissant que ces ondes avaient encore assez d'énergie en remontant. Et d'après leurs résultats, c'est exactement ce qui semble s'être passé. Au moins, une onde du séisme du Tohoku aurait parcouru 2900 km vers le bas, jusqu'à la limite entre le manteau et le noyau externe liquide. Puis, elle aurait rebondi. Imaginez, l'onde a parcouru l'équivalent de New York à Londres en 15 minutes seulement. En revenant au Japon, elle aurait donné au pays une seconde petite poussée. Une poussée minuscule, moins de 6 mm. Mais assez pour déplacer légèrement des zones terrestres vers l'est. En remontant vers la surface, cette onde puissante aurait perturbé plusieurs limites de plaques autour du Japon. L'une se trouve près du séisme principal, entre les plaques Pacifique et d'Okhotsk. Une autre se trouve au sud, entre les plaques philippines et eurasiennes. Le séisme aurait fragilisé les deux zones. Au retour de l'onde SCS, elles étaient donc plus faciles à perturber. En clair, l'onde de retour aurait réactivé certaines parties du réseau de failles. Et cette seconde poussée aurait légèrement déplacé les terres vers l'est. Selon les chercheurs, cette onde a libéré autant d'énergie qu'un séisme de magnitude 7,5. Mais pas en un seul point comme une rupture ordinaire. Le mouvement s'est réparti sur une immense longueur de limite de plaque. Il n'a donc produit qu'un peu de secousses supplémentaires et un très faible glissement. Si cette interprétation est juste, ce serait le premier glissement de faille connu déclenché par une onde revenue d'une zone proche du noyau terrestre. Mais cela reste à confirmer. Il faudra davantage de données lors de futurs grands séismes pour savoir si le phénomène peut se reproduire. Pour l'instant, l'étude montre que les séismes sont encore plus complexes qu'on ne le pensait. Le danger d'un séisme géant ne s'arrête pas forcément après le choc principal. Plusieurs minutes plus tard, des ondes profondes peuvent revenir et provoquer de nouveaux mouvements dans la même zone ou à proximité. Elles pourraient même déclencher un mouvement très loin de l'épicentre. À l'avenir, les scientifiques devront peut-être revoir ce qui suit un séisme géant et intégrer ces déplacements retardés dans l'évaluation des risques. Cette étude pourrait aussi aider l'Alaska, l'Amérique du Sud ou l'Indonésie, où de puissants séismes de subduction sont possibles. Le Japon nous l'a montré. Un mouvement peut être faible, mais permanent. Qui sait? On découvrira peut-être un jour que ce phénomène a déplacé d'autres régions.